Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie, nous allons rencontrer via Internet Madame Raphaël Ayache qui vit aujourd'hui en Égypte et elle va nous parler de son travail comme formatrice dans le domaine de la société civile, dans le domaine de la lutte contre la discrimination contre les femmes, les enfants et également son séjour en Égypte. Madame Raphaël Ayache, bienvenue à notre programme, ravie d'être avec vous. Merci beaucoup à vous. Merci Ouna pour cette invitation. Madame Raphaël Ayache, de ce que j'ai compris, vous êtes franco-américaine, alors il y a vraiment plusieurs facettes à découvrir à propos de votre vie et votre réussite et on commence toujours avec les souvenirs de l'enfance, puisque c'est une période de la vie de l'être humain qui marque cette vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette partie de votre vie? Je crois que mon enfance est interculturelle, même si à l'époque je savais pas ce que c'était l'interculturel, mais mon père étant français, ma mère venant des États-Unis, on a grandi entre ces différents pays et ces différentes cultures. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir des amis de d'autres cultures aussi. Et ça m'a beaucoup influencée, je crois, dans mon développement. Et ça fait que j'ai vraiment une curiosité pour le voyage et pour la découverte d'autres cultures. Alors, votre enfance, vous l'avez passée pour les études et l'école en France ou aux États-Unis? C'était un peu entre les deux. Donc, Même les premières sept années de ma vie, c'était en France. Et après, les deuxièmes 7 années, c'était aux États-Unis. Et la troisième partie de cette année était de nouveau en France. Donc, c'était vraiment entre les deux. Et comment vous avez trouvé ce transfert d'une école à une autre, d'un pays, d'une civilisation à une autre? Est-ce que c'était facile de bien s'intégrer à chaque fois que vous quittez un pays pour aller à un autre, même si c'est le vôtre? Pour moi, c'était pas si difficile. Surtout qu'on restait chaque fois quelques années dans la même école. Donc, je crois que des fois, on a ce stéréotype que c'est très difficile pour les enfants de voyager. Oui. Mais pour moi, c'est vrai que ça allait, sauf que c'est vrai que quand j'ai eu 14 ans, c'était très difficile à cet âge-là pour moi de retourner en France depuis les États-Unis parce que j'avais tous mes amis. Et à cet âge-là, dans l'adolescence, on est très connecté à nos amis, mais finalement, je sais que c'était super, enfin, l'opportunité de découvrir et de vivre dans plusieurs cultures, ça valait largement la peine. Et pour les études supérieures, les études à l'université, qu'est-ce que vous avez choisi comme thème? Donc, en fait, j'ai choisi au début le cinéma puisque j'ai grandi un peu dans ça. Je viens d'une famille d'artistes. Mon père est aussi réalisateur. Ma mère aussi a travaillé dans l'art. Donc, depuis toute petite, je pensais que je voulais faire du cinéma et c'est ce que j'ai étudié. Mais après, en venant en Égypte, je me suis un peu découvert moi-même et j'ai commencé à travailler dans ce qui me passionnait vraiment, c'était l'éducation interculturelle. Et après ça, j'ai décidé récemment de faire mon master en anthropologie et éducation, donc tout ce qui est lié à la culture et l'éducation. Et donc, mon parcours est un peu pas si traditionnel parce que j'ai fait mon master il y a juste quelques années. Ouais. Donc, c'était un peu plus tard dans ce qui est un peu traditionnel, mais finalement, c'était bien parce que j'ai pu vraiment découvrir ce que je voulais faire. Et quand est-ce que vous êtes arrivée en Égypte? Je suis arrivée en Égypte en septembre 2009. Ah, il y a presque 20 ans maintenant. 10 ans, je vais dire. Oui, 10 ans. Oui, 10 ans, 10 ans, oui. Et quand vous êtes venue en Égypte, c'était juste après la fin de vos études dans le domaine du cinéma? Exactement. Donc, j'ai travaillé un peu dans le cinéma, même ici en Égypte. Et j'ai fait des études d'arabe, de langue arabe aussi. Et voilà, mon objectif, c'était vraiment de parler arabe. Et quand vous êtes venu en Égypte, c'était dans cet objectif, c'était pour apprendre la langue arabe? Exactement, oui. Et depuis, vous êtes resté? Et depuis, oui, parce que ça a pris un peu… Après la première année, je me suis dit, ah, mon arabe n'est pas encore parfait. Et en plus, j'avais des amis. Donc, petit à petit, ce que l'Égypte fait à beaucoup de gens, je crois que finalement, on reste ici. Et on se retrouve très à l'aise. Et je me suis fait mon chez moi avec mes amis, les endroits que j'aime et maintenant mon mari aussi. Donc, vous êtes mariée à un Égyptien? Oui, en effet.
Mhm. Et je voudrais également savoir, selon vous, un mariage mixte, est-il évident d'arriver à une entente, à un compromis entre ces civilisations ou l'adaptation reste à un point un peu délicat ou difficile à réaliser? Selon votre expérience, comment vous trouvez ce processus? Alors, je pense que il faut dire que je suis toujours au début, donc on est dans notre première année, donc je pense que j'aurai peut-être d'autres opinions dans quelques temps, mais je crois que à travers tous les mariages interculturels que j'ai vus aussi, c'est toujours difficile quand on vient de d'autres cultures, c'est toujours un petit obstacle, c'est toujours quelque chose d'ajouter qui peut être problématique, mais en même temps, si finalement on a les mêmes valeurs, je crois que ça peut être une richesse. Si on respecte chacun respecte la culture de l'autre, je crois qu'au contraire, ça peut être une richesse et une valeur ajoutée. J'aime bien le terme que vous employez, interculturel. Ça veut dire que c'est une intégration entre les cultures et je crois que peut-être cette expression reste la clé de votre carrière, de votre également parcours. Parlez-moi alors de l'importance de cette expression dans votre vie. Alors, c'est vrai, oui, je crois que, et même il y a un peu un dialogue qui se passe, est-ce qu'on devrait utiliser le terme interculturel ou transculturel? Oui. On parle de quoi quand on parle de culture? Pour moi, c'est vraiment ce que j'aime et ce qui me passionne, c'est aller à la rencontre de d'autres cultures et de vraiment avoir cet échange. Et, et comme vous disiez, c'est un peu le fil rouge à travers toutes les phases de ma vie. Même quand je faisais du cinéma, j'étais très intéressée par les documentaires sur les autres cultures, donc j'en ai fait aussi. Et aussi en tant qu'éducatrice, en tant que mon travail en tant que consultante, c'est toujours comment ramener les gens et rapprocher les gens, même s'ils viennent de d'autres cultures ou même plus que les cultures, ça peut être d'autres capacités, d'autres connaissances, etc. Et également, aujourd'hui, pour votre carrière, vous employez ce terme et vous l'appliquez également dans votre parcours professionnel. Comment? L'idée, c'est de rapprocher les enfants, que les enfants égyptiens et les enfants migrants et réfugiés aient un espace pour se rencontrer, pour jouer ensemble et pour découvrir les cultures ensemble. Donc, on fait des muhakas safar ou des simulations de voyage où les enfants ensemble rentrent dans une salle. Et quand ils sortent de la salle, c'est l'avion, ils rentrent avec leur passeport. Et quand ils sortent de l'avion, il y a des personnes de la culture, par exemple, s'ils sont en France, on va imaginer, eh bien, il y a des Français qui leur montrent la culture française, ils vont faire des crêpes, ils vont jouer, ils vont connaître quels sont les obstacles sociaux qui ont lieu en France aussi pour pouvoir avoir réfléchir d'une façon aussi critique que tous les pays ont des obstacles et on va s'entraider aussi à soutenir nos pays ensemble. Et donc, en Égypte aussi, cette partie, on fait qu'on découvre aussi des cultures des pays migrants. Donc, on découvre l'Égypte ensemble, les enfants égyptiens et les enfants non égyptiens. Ils découvrent l'Égypte, mais ils découvrent aussi le Soudan du Sud, ils découvrent aussi l'Érythrée, l'Éthiopie, par exemple. Donc, on essaie aussi de valoriser toutes les cultures que les enfants ont. Et ça, c'est quelque chose de très beau en Égypte, c'est qu'il y a beaucoup de cultures et c'est vraiment une richesse d'avoir un tel mélange ici, en tout cas au Caire. Alors là, ce sont les principes de tolérance et d'accepter l'autre et qu'on essaye de planter, si vous voulez, dans ces enfants depuis un âge très tôt dans leur enfance. Et je crois que ça peut être vraiment une des réponses aux crises qui existent actuellement dans le monde contemporain. Et vraiment, c'est essentiel. Comment trouvez-vous la réaction des enfants vis-à-vis des principes pareils, d'accepter l'autre qui vient d'une autre culture, d'une autre langue, peut-être également les traits physiques ne sont pas les mêmes. Comment est la réaction des enfants? Je crois qu'en général, les enfants sont très heureux de se rencontrer et c'est pour ça aussi que c'est vraiment un travail de toute la famille. Et moi, en général, je pense que quand on demande aux gens d'accepter l'autre,
de respecter l'autre. Les gens veulent faire ça. Les gens veulent être ouverts d'esprit. Quand on leur donne la chance et quand on facilite les rencontres. Donc, je crois qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de ce qu'on pense et on peut faire beaucoup plus de choses de ce qu'on pense aussi. Donc, en fait, c'est très simple et les gens ont une bonne nature. Donc c'est possible. Et comment ça peut avoir une réflexion ou une influence sur la vie de ces enfants, que ce soit les enfants égyptiens, hôtes de ces enfants qui viennent d'ailleurs, et ces enfants issus de familles d'immigrés? Comment ça peut avoir une influence? Alors, je pense que pour les enfants et les familles égyptiens, l'impact est supérieur parce qu'ils sont en majorité et ils se rendent compte, en fait, les migrants ont une culture qui est très enrichissante. Je comprends que je peux devenir amie et j'ai des amis de plein de cultures différentes. Pour les enfants non égyptiens, l'influence, c'est de savoir, il y a des espaces où je peux avoir une bonne relation avec d'autres Égyptiens et vraiment découvrir la culture égyptienne. Mais le challenge, c'est qu'en dehors de l'espace, c'est toujours l'intégration et pas juste l'intégration, juste le vivre ensemble avec certaines communautés de migrants est toujours un peu tendu. Donc, c'est un peu, il reste un peu ce challenge aussi en dehors du programme. Parfait. Et est-ce que vous avez amené ce programme au sein des écoles, par exemple en Égypte, pour l'appliquer ou peut-être d'autres communautés, que ce soit ce qu'on nomme les clubs sportifs? Comment ça se fait que vous avez des candidats ou des enfants qui joignent le programme? Alors, il y a différentes ONG qui viennent vers nous et qui disent on veut faire ces voyages simulés avec nos enfants, on veut qu'ils découvrent d'autres cultures parce que tout le monde adore voyager, tout le monde adore découvrir d'autres cultures. Donc, c'est justement offrir ce plaisir aux enfants qui sinon n'auraient pas ces opportunités. Donc, on a différents partenaires qui nous aident à implémenter nos programmes et avoir cet impact dans la communauté. Parfait. Et également, on peut faire l'amalgame entre ce programme tout à fait humanitaire et culturel et peut-être l'arrière-plan artistique que vous avez. Vous pouvez faire une production concernant ce sujet pour que ça soit beaucoup plus clair à la communauté, à la société égyptienne. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, c'est une production, c'est un peu une pièce de théâtre qu'on fait parce qu'il y a différents éléments, ça a besoin d'énormément d'organisation et d'énormément de soutien. Donc, en effet, c'est un peu une œuvre aussi. Parfait. Et si on passe à votre séjour en Égypte et 10 ans déjà, ça signifie que vous avez bien compris la société égyptienne, vous vous trouvez à l'aise ici. Et également, depuis 2009 et jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte est passée par plusieurs étapes, un développement, une transformation. À travers votre expérience personnelle, comment trouver l'Égypte aujourd'hui et cette transformation qu'elle a accomplie au cours de ce décennie? Oui, en effet, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ces 10 ans. Mais moi, personnellement, à tout moment, je me suis personnellement toujours sentie en sécurité et toujours sentie à l'aise dans ce pays. Je ne sais pas quoi d'autre je peux dire pour toutes les transformations qui ont eu lieu, mais ce que j'aime, par contre, ce que je peux dire, par exemple, sur El Maedi, où j'habite en ce moment, je suis très heureuse de voir vraiment un mélange entre les Égyptiens et des non-Égyptiens d'autres cultures et de voir des espaces où c'est vraiment plus partagé. Et ça, c'est pour moi une transformation que je n'avais pas vue auparavant et que j'espère qu'on puisse voir plus, de vraiment des espaces où on voit vraiment que différentes cultures vivent ensemble. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très positif que je découvre en ce moment. Parfait. Et pour les moments de détente ou de vacances en Égypte, où vous aimez aller? Alors, j'adore Assouan. C'est ma ville préférée du monde entier, je crois. Même pas juste de l'Égypte, vraiment du monde. J'adore Assouan. J'adore aussi
Marsa Alam aussi. Et même récemment avec mon mari, on essaie de découvrir les villes qui sont un peu moins stéréotypement touristiques. Donc récemment, on est allé à Port Saïd et on a adoré. C'était vraiment une très très belle ville. On a très bien mangé. Donc j'essaye aussi de découvrir les endroits qu'on connaît, enfin, en tant que personne étrangère, peut-être un peu moins, mais qui sont aussi belles que les autres endroits plus connus. Et ça nous mène à parler alors de la cuisine égyptienne. Quel plat préférez-vous? Ah, c'est une bonne question. Alors, j'aime beaucoup le hara asal Wow. et j'adore le molokhia aussi. Oui, non, c'est une cuisine qui est très robuste et maintenant pour moi aussi, c'est comme à la maison. C'est une cuisine Vous qui fait cuisinez partie. à l'égyptienne? Non, pas trop. Mais personnellement, pas trop, parce que je ne sais pas exactement tous les secrets de tous les plats, mais certains plats, oui, certains plats un peu. Le rose bécharia, je vais essayer. Également, puisque vous avez passé une longue durée ici en Égypte, je voudrais savoir quand vous retournez par exemple en vacances, que ce soit aux États-Unis ou en France, en famille, entre amis, qu'est-ce que vous aimez dire de l'Égypte à votre entourage? Alors moi, ce que j'aime dire, c'est que premièrement, chaque fois qu'on parle de l'Égypte, ce qui est important pour moi de dire, c'est que premièrement, je ne me suis jamais sentie personnellement aussi en sécurité. Donc, il y a des gens qui ont peur ou qui disent « Ah non, est-ce que tu te sens à l'aise ?» Mais je me sens complètement, enfin personnellement, je me sens complètement à l'aise en Égypte et vraiment plus en sécurité ici que par exemple quand j'ai vécu à New York ou quand je suis… enfin, je trouve que pour moi, c'est un des pays les plus sûrs, vraiment. Et j'essaye de dire ça aux autres aussi. C'est beaucoup plus sûr que plein d'endroits qu'on dit qui sont en France ou aux États-Unis où j'ai eu. Vraiment, je me sens aussi sûre ou plus sûre étant en Égypte. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, c'est vraiment, l'Égypte a été un endroit pour moi où j'ai pu vraiment me développer, où il y avait des opportunités de rencontrer des gens, de travailler sur moi-même, qui m'a vraiment offert beaucoup de choses. Donc, je trouve que c'est aussi un pays incroyable pour se découvrir, pour connaître, pour faire des rencontres, parce que les Égyptiens sont finalement très ouverts et très… et quand il y a un projet, vraiment, ils soutiennent. Donc, il y a beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'énergie dans ce pays. Et aussi, une autre chose, c'est que vraiment, surtout en France, il y a souvent des stéréotypes, surtout maintenant avec ce qui se passe, toute la discussion sur le voile, que et beaucoup d'islamophobie qui a lieu aussi, que vraiment tous ces stéréotypes qu'on a sont exactement des stéréotypes que des femmes les plus fortes que je connaisse sont des femmes égyptiennes. Donc, bien sûr, il y a des obstacles, bien sûr qu'il y a des problèmes, comme il y a dans beaucoup de pays, mais que ce n'est pas vraiment comme on imagine si on découvre un peu plus. C'est vrai que la société égyptienne, comme d'autres sociétés autour du monde, tout le monde peut affronter des défis et ça nous mène à parler de la femme égyptienne, puisque j'imagine que vous connaissez pas mal de femmes égyptiennes actuellement. Selon votre expérience et à travers également l'échange avec ces femmes en Égypte, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette femme? Comment vous la trouvez? Alors, bien sûr, je ne sais pas comment je pourrais dire quelle est la femme égyptienne, puisqu'elles sont, bien sûr, il y a une telle diversité, mais je peux dire qu'il y a beaucoup de femmes égyptiennes qui m'inspirent par leur volonté de vivre leur vie. Même de tout niveau de classe sociale, on trouve des femmes qui sont fortes et qui réalisent leurs rêves, même si c'est difficile et même s'il y a des obstacles aussi, comme vous avez dit, des défis. Mais pour moi, il y a beaucoup de femmes égyptiennes, comme je dis, qui m'inspirent énormément. Parfait. Et également, on parle beaucoup que la femme égyptienne, quand elle affronte ces défis,
et quand elle est demandée à être forte, à être le leader en famille ou dans la société, elle l'assume et elle l'assume avec force et avec réussite. Est-ce que vous l'avez constaté, surtout à travers les changements qui ont eu lieu? Oui, absolument, je constate ça. Je peux parler par exemple de l'histoire d'une femme que je connais qui travaille, elle travaille, c'est une femme de ménage. Donc, elle vient d'un milieu qui n'est pas très aisé. Et récemment, sa fille s'est mariée. Et après, sur un accord qu'elle se mariait, mais après, le mari était d'accord pour qu'elle continue ses études. Et quand elle n'a pas pu continuer ses études, quand le mari a dit « Ah, bah en fait, non, il faut que voilà, tu sais lire et écrire, c'est bon », elle a dit « Non, moi, je veux continuer mes études ». Et elle a divorcé alors qu'elle vient d'un tout petit village. Et c'est vraiment, elle est très jeune, elle a 20 ans. Et c'est quelque chose qui vraiment ne s'est fait pas du tout de se marier et juste après divorcer quand on se rend compte que, en fait, ce n'est pas ce qu'on avait pensé. C'est quelque chose qui, traditionnellement, en Égypte, ne se fait pas. Et donc, toute la famille était très contre. Ah non, mais la mère, qui est la femme de ménage que je connais, a dit non, je la soutiens, il faut qu'elle continue ses études, il faut qu'elle continue. Et maintenant, cette fille est divorcée, elle continue ses études, elle était dans les 10 premiers de toute son école. Et donc, comme ça, c'est un peu, les gens se rendent compte que, ah oui, en fait, on peut on peut faire ce qu'on a envie de faire, on peut arriver à nos rêves. C'est possible, même si on doit faire quelque chose que, au début, la société n'est pas complètement d'accord, mais finalement, elle fait ce qu'elle a toujours Elle se rêvé. bat pour ses droits. Elle Exactement. est connue pour ça, c'est vrai. Et également, je voudrais savoir qui est la femme qui vous inspire le plus dans votre vie. Alors, dans ma vie, je dirais que, l'été dernier, où il y a 2 étés, j'ai fait une ethnographie parce que j'ai fait mon master en anthropologie et j'ai fait une ethnographie au Kenya dans une école publique. Et il y a eu l'institutrice, celle qui, pas l'institutrice, mais celle, je ne sais pas comment on dit en français, headmistress, celle qui, la directrice, qui gère, oui. La directrice. Oui. Madame Rose, elle m'a vraiment inspirée. C'est une personne, c'était une école qui était très intéressante parce qu'elle intégrait vraiment les réfugiés et les migrants et soutenait de toutes les manières toute la communauté, que ce soit kenyan ou non kenyan. Et elle a créé dans son école une atmosphère vraiment de fraternité, on est tous une famille, on est tous africains, on est tous ensemble et qu'elle était un peu comme la mère de tous ses enfants et elle prenait un peu cette responsabilité. Et ça faisait que c'était vraiment une école où on voyait une inclusion et une intégration vraiment incroyable et où les enfants, qu'ils soient kenyans ou non kenyans, vraiment se sentaient valorisés et profondément aimés. Donc, je crois que ça, c'est une personne qui m'a beaucoup inspirée. Parfait. Et chacun d'entre nous possède des fois des craintes ou des peurs. Quelles sont vos craintes dans la vie? Alors, mes craintes seraient que je n'arrive pas à faire un travail qui a une valeur ajoutée, que finalement, j'ai beaucoup de choses sur lesquelles je veux travailler et mes peurs seraient ne pas avoir cet impact positif, ne pas soutenir les communautés que je veux soutenir à fond dans ma vie. Vous l'assumez très très bien et vous intégrez ces principes qui sont vraiment la base de la réussite et de l'entente entre les êtres humains. Vraiment, je vous remercie pour ça. La tolérance et accepter l'autre, c'est vraiment la solution à plusieurs problèmes de la société. Et également, Madame Raphaël Ayache, vous êtes vous-même un modèle de cet amalgame et cette coexistence entre plusieurs civilisations et cultures. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. Merci à vous d'être parmi nous aujourd'hui pour cette édition au féminin. Et chers téléspectateurs, c'était notre rencontre avec Madame Raphaël Ayache, qui est franco-américaine et maintenant également franco-américaine et égyptienne, qui vit en Égypte depuis 2009 et qui essaye à travers une association d'intégrer des principes essentiels dans notre vie, accepter l'autre et également la tolérance, surtout pour la nouvelle génération et pour les enfants, les Égyptiens et les non-Égyptiens qui vivent.
Merci et à la prochaine.